Alors bonsoir à tous, déjà. Et première question, qui parmi vous est intéressé par ce genre de choses? Quand je dis ce genre de choses, ça veut dire l'espace, l'exploration spatiale, les jolies flammes que peuvent faire des moteurs lorsqu'on a un décollage, et évidemment les magnifiques photos faites par Thomas Pesquet qui nous envoie tout le temps sur Instagram jusqu'à son retour il y a peu. Levez la main, qui est intéressé ici? Soyez pas timide. Bon, beaucoup d'entre vous. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Pour faire ce genre de choses, il faut faire un peu de ça, 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 un peu de ça. Il y en a trop. Parlons-en. Vous l'aurez compris, moi, mon sujet de thèse est très mathématique, très fondamental, et on va en parler un petit peu plus précisément. Je travaille sur la modélisation de ce qui se passe dans un moteur de fusée. Alors un moteur de fusée, comment ça marche? C'est très simple. Tu prends de l'hydrogène, tu prends de l'oxygène, tu mélanges et tu brûles, et ça pousse. Très simple. Problème, c'est que c'est un petit peu dur à modéliser. Plus précisément, il va falloir modéliser ce qui se passe dans cette toute petite chambre de combustion. Et ce qui se passe dans cette chambre de combustion, c'est assez difficile à modéliser. Pourquoi? En physique, il se trouve que quand on veut prévoir comment va évoluer un seul fluide, ça va, on sait faire. Dès l'instant que c'est pas trop turbulent, pas trop chaotique, on y arrive bien. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on a des jolies équations qui s'appellent les équations de Navier-Stokes, par exemple. Maintenant, si on a le malheur d'avoir deux fluides, qui en plus ont le goût très désagréable de se mélanger, par exemple dans ce genre d'injecteur, donc vous voyez il y en a beaucoup, donc ça veut dire qu'on va avoir plein de petits sprays qui vont se faire avec de l'hydrogène et de l'oxygène qui va se mélanger dans tous les sens. Si je zoome sur un injecteur, ça ressemble déjà à ça, c'est déjà chaotique. Et à partir de là, niveau modèle, on est beaucoup plus à la ramasse, et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose de précis et de satisfaisant. Donc, on va entrer un petit peu plus dans les détails théoriques de tout ça. Mettons que j'ai deux fluides. Donc là, on sort des fusées, on se met complètement dans un univers où on a juste un fluide 1, un fluide 2, quel qu'il soit. Ils interagissent et on voudrait prévoir comment ils évoluent tous les deux. Et là, il y a plusieurs écoles. École numéro 1, c'est de se dire, bon, les équations de la physique, ça me fatigue, c'est compliqué, Navier-Stokes, c'est bizarre, il y a des termes que je comprends pas trop. Bon, moi, je vais juste regarder l'interface entre les deux, donc je vais bidouiller mes équations pour juste traquer l'interface entre fluide 1 et fluide 2. Et une fois que je sais où elle est, ensuite, je résous mes équations, fluide à fluide, tranquillement, sans me soucier trop de leurs interactions, qui seront tout simplement traitées par l'interface qu'on a prévue avant. École numéro 2, c'est de se dire, bon, on a un fluide qui domine, c'est le fluide qui est là en majorité, et on a un autre qui, lui, est beaucoup plus minoritaire, des petites gouttes ou des petites bulles par exemple, qui vont juste perturber le fluide principal. Et c'est ce qu'on va faire. On va juste prendre les équations du fluide principal et on va les perturber avec ce qu'on suppose va arriver quand on a des petites bulles ou des petites gouttes qui ont un diamètre qu'on connaît, qui sont des petits ronds tout simples. École numéro 3, et c'est celle à laquelle je m'attaque, c'est de prendre aucune de ces hypothèses-là et à la place de se dire, bon, on prend aucune hypothèse et en échange de ça, on va faire une pléthore d'équations, mais en échange, on va quand même avoir quelque chose de beaucoup plus robuste. C'est l'approche multifluide, où l'idée c'est vraiment de prendre nos deux fluides, de les faire évoluer, de rajouter un très grand nombre d'équations pour prendre en compte toutes les interactions possibles. Quand je dis les interactions possibles, ça peut être est-ce que fluide 1 ou fluide 2 vont s'échanger de la masse? Est-ce qu'il y en a un qui va s'évaporer dans l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui va donner sa vitesse à l'autre ou pousser l'autre tout simplement? Ce genre de choses, dans les autres approches, c'est modélisé par je rajoute un petit terme ici, dans cette équation-là j'en enlève un autre. Et là vraiment, nous on va rajouter des lignes et des lignes et des lignes à coder. Et c'est ça qui rend le truc assez complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, on a déjà des résultats assez encourageants pour cette méthode. Ici, je vous montre un graphique assez complexe, mais qui en réalité peut s'expliquer assez rapidement. Donc, vous voyez, le rond qu'il y a tout en haut, c'est une goutte. Et cette goutte, on va lui envoyer une onde de choc. Alors, pourquoi on fait cette expérience? C'est tout simple. Imaginez un moteur de fusée. Quand vous avez un moteur de fusée, je vous avais raconté un petit peu plus tôt que tout en haut, dans la chambre de combustion, il y a des injecteurs qui balancent de l'oxygène et de l'hydrogène. L'hydrogène est gazeux, l'oxygène est liquide. Donc on a un spray. Qui dit spray, dit des gouttes. Et étant donné qu'on les injecte à très grande vitesse, qu'après on a de la combustion et qu'on a des fluides qui sont supersoniques quand ils sortent de la tuyère, qu'est-ce qui se passe? On a des ondes de choc. Et donc, les deux ingrédients principaux pour modéliser ce qui se passe dans un moteur de fusée, c'est donc de savoir ce qui se passe quand je balance une onde de choc sur ma petite goutte. Et donc, si je sais modéliser ça, j'ai réussi l'étape 1, et le reste après, c'est que du scaling up. Donc c'est un peu c'est la mise à l'épreuve d'un modèle.
Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici, donc dans un modèle qui est multifluide, donc il y a un nombre astronomique d'équations qu'on résout toutes une à une. Et lorsqu'on fait avancer le temps, on regarde, est-ce que les images réelles, à gauche, correspondent à notre théorie et à notre modèle, ici à droite. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une adéquation relativement satisfaisante, c'est-à-dire que la forme de la goutte est à peu près respectée. On voit bien qu'elle se déforme à peu près comme c'est prévu. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et je vais vous dire pourquoi. Dans ce genre de situation, on remarque qu'on arrive à modéliser ce qui se passe de manière précise et fiable dans un moteur de fusée. Si on arrive à faire ça aujourd'hui, demain, ça veut peut-être dire qu'on arrivera, plutôt que de faire un moteur, d'essayer de voir s'il marche, faire nos expériences. À la place de ça, on va faire modèle sur modèle sur modèle jusqu'à tomber sur le moteur parfait. Qui dit moteur parfait, ça veut dire qu'on va pouvoir créer un moteur de fusée parfaitement du premier coup. On va pas avoir 10 000 essais à faire, on va économiser du temps, on va économiser de l'argent, et on va créer des moteurs qui nous emmènent dans des lieux qu'on n'a jamais réussi à explorer jusqu'avant. Donc c'est ça, finalement, l'objectif final de ma thèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.